Ici Marie-Louise Arsenault, bienvenue à cette édition de Plus on est fou, plus on lit. Une émission qui vous parvient en direct du studio 17 de Radio-Canada à Montréal. Sur ce plateau, aujourd'hui, nous accueillons nos collaborateurs. D'abord, Elisabeth Vallet, professeure au département de géographie de l'UQAM et chercheure à l'Observatoire des États-Unis de la chaire Raoul Dandurand. Bonjour Elisabeth. Bonjour Marie-Louise. Vous avez lu pour nous ne sommes pas seuls au monde, un autre regard sur l'ordre mondial d'un collègue, en fait, Bertrand Badie, qui est politologue, qui est professeur à l'Institut politique de Paris. Alors Elisabeth, il déconstruit cette fameuse vision du monde qui l'inquiète à l'heure actuelle, qui veut que depuis la chute du mur de Berlin, on est installé dans un nouvel ordre, ce qui influence la diplomatie, la politique étrangère des pays comme les États-Unis. On perçoit par exemple les nouveaux États comme des États voyous. On qualifie certains personnages de barbares. Alors lui, il est très inquiet de ça. Oui, en quelque sorte, Bertrand Badie serait le Piketty des relations internationales, où il dit que les concepts que l'on utilise, qui sont de vieux concepts datant de la période des traités de Westphalie, sont complètement obsolètes et que si l'on ne repense pas le monde, on va continuer à s'encasteler, à se fortifier, à s'abriter derrière des murs au mépris des réalités qui marquent le reste du monde et donc en n'arrangeant certainement rien. Voilà, c'est un appel en fait à la conscience que c'était ça que vous avez lu pour nous. Merci Elisabeth. On en parle. Depuis la chute du mur de Berlin en 1989 et la fin de la guerre froide qui se sera étendue sur plus d'une quarantaine d'années, les historiens comme Francis Fukuyama ont eu tendance à redéfinir l'ordre mondial selon une vision assez binaire, voulant pour lui que la démocratie libérale et l'économie de marché n'auraient désormais plus d'entraves. D'autres s'inquiétaient et s'inquiètent encore de ce nouvel ordre, affaiblissement des États-Unis, émergence des nouvelles économies et naissance des États voyous. Or, Bertrand Badie, politologue français et spécialiste des relations internationales, expose une vision différente sur la situation géopolitique actuelle dans un essai intitulé que vous avez lu pour nous, Elisabeth Vallet, « Nous ne sommes pas seuls au monde, un autre regard sur l'ordre mondial ». Donc, Elisabeth Vallet, je le rappelle, évidemment, professeure de géographie à l'UQAM et chercheur à l'Observatoire des États-Unis de la chaire Raoul Dandurand. Bertrand Badie est un personnage important. Oui, c'est un personnage central de l'étude des relations internationales qui est incontournable depuis les années 90 où, dans une période qui est la décennie hippie des relations internationales, où on se disait que c'était la fin de la guerre, qu'on pouvait même tabler sur les dividendes de la paix, c'est-à-dire qu'on n'investirait plus dans la défense militaire et qu'on reporterait tout ça dans les missions de paix. C'était la fin de l'État-nation, puis tout le monde tripait sur le tiers-monde. Il y a ça d'une part, il y a évidemment... c'est ça. Oui. Puis il y a évidemment ce qui a permis la mise en place aussi des néoconservateurs, notamment très présents autour de George Bush fils. Oui. Fukuyama avait cette vision-là aussi, c'est-à-dire de l'État libéral économiquement, de l'ouverture des marchés à tout prix. Et d'un monde fracturé, un peu à la façon de Samuel Huntington. Souvenez-vous d'Huntington le choc des civilisations. Qui parlait du choc des civilisations, de l'identité, qui quelque part a vu bizarrement des choses venir, mais qui à l'époque avait été littéralement cloué au pilori pour ce qu'il avait dit. Bertrand Badie, lui, très tôt, a effectivement parlé d'un monde sans territoire et d'un monde sans souveraineté. Donc il s'inscrivait au cœur des années 90 et c'est sûr que le 11 septembre aurait pu paraître aller un peu à l'inverse de ce qu'il avait préconisé, mais au fond, il retombe sur ses pattes, c'est comme un chat qui a 7 vies. Très bien dans ce cas-là, parce qu'en fait, il ne se déjuge pas dans ce livre, mais il explique qu'au fond, on s'est peut-être voilé la face avec le 11 septembre, qu'on s'est raconté que c'était le retour à l'ordre ancien, qu'on l'a d'ailleurs traité comme l'ordre ancien. Quelle a été la réponse à la suite du 11 septembre? Aller pilonner l'Afghanistan. Quelle a été la réponse des Français à la suite du 13 novembre? Aller pilonner les positions de l'État islamique. Et Bertrand Badie dit, le terrorisme, ce sont des lambeaux de société, on ne détruit pas. Et on ne bombarde pas des lambeaux de société, on ne peut pas. Donc il dit au fond, la méthode, les moyens sont des moyens qui sont caducs, qui sont dépassés. Même la manière dont on fait la diplomatie est complètement dépassée. Il faut qu'on repense ce monde que l'on voit encore à travers le prisme des traités de Westphalie. Les traités de Westphalie, c'est le socle des relations internationales contemporaines. C'est le moment où les puissances européennes ont décidé qu'elles seraient les égales les unes des autres, donc des États souverains, et qu'elles se
partagerait le monde. Le monde à l'époque, c'était l'Europe. L'Europe, c'était le champ de bataille du monde. Et au fond, tous les autres continents n'en étaient que des excroissances que ces puissances européennes continuaient à se partager. On pourrait dire aujourd'hui que le monde, en tout cas depuis les 100 dernières années, certainement part des États-Unis. Tout part des États-Unis maintenant, ou de cette volonté américaine. Tout à fait. Et ce qu'il explique, c'est que la puissance est devenue impuissante. C'est d'ailleurs là aussi dans la continuité de ses œuvres, puisqu'en 2004, il écrit L'impuissance de la puissance. Et il dit, on a tendance à juger tout État à travers ce prisme-là. Et dit-il, par exemple, le déclin de l'Empire américain n'est pas un déclin. Parce que si l'on regarde les chiffres, on ne se situe pas dans un domaine de déclin. Ils ont encore un peu moins de la moitié des dépenses militaires au monde. Donc, vous prenez la moitié des dépenses militaires, c'est les États-Unis. Et ailleurs, vous avez le reste du monde, les 192 autres États. On pourrait dire, par contre, que quand on dépense de façon aussi phénoménale en termes militaires, c'est qu'on est affaibli aussi. C'est ce que ceux qui préconisent l'idée du déclin de l'Empire américain vont dire. Ça n'est pas le cas de Badi, qui dit au fond peut-être que simplement on doit admettre que le monde n'est pas des plus bipolaires, de toute évidence, n'est plus unipolaire, comme on avait pensé à l'issue de la guerre froide. Il n'est pas apolaire, parce qu'on a aussi imaginé qu'il y avait une forme d'apolarité, mais que l'on a des pôles dans le monde qu'il faut voir et traiter pour ce qu'ils sont. Donc, nous ne sommes plus seuls au monde, titre-t-il. Non, on n'est plus seul au monde. Le monde n'est plus occidentalo-centré. On ne peut pas le voir à travers le prisme des outils occidentaux qui ont été mis en place. Le Conseil de sécurité, c'est le cœur du fonctionnement des Nations Unies. C'est un organe qui repose sur la souveraineté de quelques puissants qui détiennent un droit de veto absolu sur l'organisation du reste du monde. Oui, on a assisté quand même à une certaine érosion de la diplomatie. D'ailleurs, il dit qu'il faut maintenant opérer une diplomatie de l'altérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut se poser la question de la manière dont fonctionnent les autres. Et simplement, là on va revenir sur un sujet qui m'est cher, mais simplement fonctionner en termes de frontières et ériger des murs. Donc avoir ce réflexe très moyenâgeux de s'emmurer et de ne pas regarder l'autre de l'autre côté, là de la Méditerranée en l'occurrence, parce que c'est là où nous devons regarder le plus souvent, ou de l'autre côté de l'Atlantique. Le fait de ne pas regarder de l'autre côté occulte des phénomènes qui sont des phénomènes importants, et il explique très bien que le monde a changé pour une raison, c'est la réduction de la distance à travers la communication. C'est une évidence, mais si on l'applique aux relations internationales, on ne peut plus regarder un phénomène, l'État islamique, à travers le seul prisme d'une étude territoriale ou d'une étude de rapport de puissance et de souveraineté, parce que ce qu'explique Badi, c'est que maintenant les phénomènes se construisent en rhizomes. Vous savez, les rhizomes dans le domaine de l'horticulture, ce sont ces plantes comme les liserons qui vont pousser et créer de nouvelles plantes à partir de leurs racines et qui s'étendent infiniment. Partout dans le monde. C'est le cas de l'État islamique. Or, l'État islamique n'a pas une logique de conquête territoriale du Nigeria ou des Philippines. C'est l'effet de communication qui va faire, et Abu Sayyaf a toujours sauté dans le train en marche quand ça l'intéressait, Al-Qaïda quand c'était le moment, l'État islamique maintenant. Il a fait preuve d'un grand opportunisme. C'est vraiment de l'opportunisme. Et donc, il faut voir les phénomènes donc comme étant des projections en rhizome, mais aussi comme des phénomènes multiscalaires, c'est-à-dire qu'on doit regarder aussi l'échelle locale. Et ce qu'il explique, c'est si on sort de notre vision occidentalo-centrée en se disant l'ennemi nous en veut et nous attaque, et à travers ces réfugiés peuvent arriver des terroristes chez nous, il faut d'abord regarder, et donc comme Parisien, il va dire il faut d'abord regarder ce qui se passe dans la banlieue parisienne, et le problème ne vient pas d'ailleurs, il vient de chez nous, d'une part, et d'autre part, il faut regarder... Même chose à Bruxelles d'ailleurs. Oui, il parle également de Bruxelles, et puis regarder ce qui se passe de l'autre côté du nord, donc de l'autre côté de ce grand mur de la civilisation au sud, les problèmes de sécurité alimentaire, les problèmes de sécurité environnementale. Si on ne met pas en place une vraie logique, si on ne reconstitue pas une logique multilatérale, c'est-à-dire pas un ordre international oligarchique où quelques puissants règnent, ce qu'on voit dans nos systèmes économiques. Mais si on sort, et c'est pour ça que c'est le Piketty des relations internationales, si on casse ce moule et qu'on cherche à fonctionner ensemble, et nous n'avons pas le choix que de fonctionner ensemble, dans ce cas-là, on a peut-être une chance de traiter les grands enjeux qui nous arrivent comme un train à grande vitesse en pleine ensemble. Dont la démographie, d'ailleurs, ce dont il parlait dans le livre Sahélistan, c'est un peu ça. C'est la démographie qui est énorme au sud va finir par arriver au nord. Mais c'est ce qui est en train de se passer par les
phénomènes migratoires, bien sûr. Il parle d'une scène non plus internationale, mais intersociale, en fait. Et là, il s'inscrit dans la veine de grands auteurs comme James Rosenow aux États-Unis, qui sont des gens qui ont dit justement il faut sortir de la boîte noire des États souverains et il faut regarder à l'intérieur les individus, les entités et de fait ce qui vient influencer aujourd'hui le système, l'ordre international, ce qui redéfinit notre diplomatie à l'heure actuelle, ce sont des acteurs non gouvernementaux. Donc il explique que on ne peut plus regarder ces problèmes en termes stratégiques, il faut les voir vraiment comme des enjeux purement sociaux. Il y a ce discours d'une part qui est intéressant, qui est nourri, qu'il faut écouter certainement, puis il y a la politique telle qu'elle se pratique à l'heure actuelle. D'ailleurs, il est le premier à le dénoncer, c'est-à-dire ce nationalisme, ce protectionnisme qu'il dénonce. Sarkozy le faisait, Hollande le fait aussi. Évidemment, aux États-Unis, la montée en popularité d'un phénomène comme Donald Trump est tout à fait représentatif de ça. Est-ce qu'il va y avoir une concomitance? Est-ce qu'à un moment donné, le dialogue pourra être entendu par les politiques? Parce qu'à venir jusqu'à présent, les gens ont tendance à voter pour des personnages qui ne disent pas ce genre de choses, Elisabeth Vallée. Et dans le cas de l'Europe, il explique très bien que l'Europe qui s'est construite par association dans l'époque des 30 Glorieuses, aujourd'hui l'association ne fonctionne plus. Les Britanniques ne veulent plus faire partie de ce système associatif et donc il explique qu'il faut passer dans une logique de solidarité et que nous n'avons pas le choix parce qu'il y a l'interdépendance, le phénomène d'interdépendance qui a été théorisé depuis longtemps en relations internationales, est un phénomène d'interdépendance qui lie le fort au faible. Et on l'a vu dans le cas de la crise grecque, par exemple. Oui. La dégringolade de la Grèce a aspiré avec elle, qui était un tout petit élément de l'économie européenne, a aspiré l'intégralité de l'Union européenne. Comme la crise financière américaine qui a été le point de départ de tout ça, a aspiré tout le monde aussi, certainement en Occident. Mais dans ce sens-là, l'interdépendance aux États-Unis était plus naturelle et que les krachs boursiers qui en général viennent de là, génèrent cet effet boule de neige, était plus logique qu'à l'inverse, qu'une toute petite entité. On a déjà eu des crises financières en Amérique latine, en Asie, qui n'ont pas autant ébranlé un pan entier de l'Occident que l'a fait la crise grecque pour l'Union européenne, qui, de toute évidence, ne s'en remet pas et continue donc à durcir ses frontières, à se décaler vers la droite, à créer des murs. Le dernier est construit en haut d'un col en Autriche pour empêcher les migrants il y en a pratiquement un tous les 3 jours. Les Britanniques veulent se retirer. Oui, de l'Union européenne, certainement. Oui. On a l'impression que son discours est un peu hippie, pour reprendre votre expression. Oui, mais c'est certain. Dans le contexte, là. Dans le contexte. Oui. Mais je pense que c'est un discours qui veut essayer de sortir du cynisme et du carcan néolibéral dans lequel on se situe pour justement se placer dans une logique qui est plus collective. Si on ne restaure pas le multilatéralisme au niveau international, si on ne se met pas à penser les problèmes de l'Afrique subsaharienne comme étant les nôtres, on va continuer à dépenser en défense, en protection frontalière, en dépenses militaires, donc dans un domaine qui est éminemment stratégique, alors que ce qu'il explique est effectivement une logique intersociale. Donc c'est aux sociétés qu'il faut parler. Et là, des puissances moyennes, comme la France, mais comme le Canada, ont une capacité de porter ce discours, donc de faire avancer la réflexion. Et le Canada a été le porte-voix et le porte-flambeau des missions de paix au milieu des années 90. C'est un rôle dans la guerre des Balkans, notamment. Et c'est un rôle qu'on peut de nouveau occuper. Et c'est probablement le plus beau rôle qu'on puisse nous accorder, celui qui est le plus facile à mener parce qu'il n'implique pas tant de dépenses, mais plutôt ce fameux soft power dont parlait Joseph Nye, c'est-à-dire de séduire par la puissance souple, c'est la séduction de la puissance et non plus l'hyperpuissance de la puissance en temporaire. Oui, évidemment, on a vraiment l'impression qu'on est dans un cul-de-sac à l'heure actuelle. Alors, les idées de Bertrand Badi sont les bienvenues. Est-ce qu'il est facilement accessible comme écrivain? Absolument. Il a une plume, à mon sens, extraordinaire. C'est un littéraire, ça se lit délicieusement bien. Bravo. Et ça conduit à repenser le monde. Bien sûr, nous ne sommes plus seuls au monde de Bertrand Badi est publié aux éditions de La Découverte. Merci beaucoup, formidable Elisabeth Vallée, de l'avoir lu pour nous.